Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal délocalisé place du Capitole, un lieu hautement symbolique. Nous venons porter l'information au plus près des Toulousains. Vous le savez, TLT est menacé de liquidation judiciaire le 3 juillet prochain. Au sommaire de ce journal, une professeure qui fait la grève de la faim, un procès AZF qui n'en finit plus et nous aurons un long entretien avec Odile Morin, représentante des APF, les associations des paralysés de France, qui parle de la situation qui stagne et qui soutient TLT. Donc, bonjour Odile Morin, vous êtes représentante départementale de l'APF, l'Association des paralysés de France. On vous a laissé le mois dernier, ou il y a quelques semaines, vous aviez envahi, le 27 mai. Vous aviez envahi la préfecture pour dénoncer cette non-accessibilité des personnes handicapées, à Toulouse notamment. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? En fait, nous souhaitions dénoncer le grave recul orchestré par le gouvernement et par les sénateurs concernant l'accessibilité, puisque première loi sur l'accessibilité 1975, des délais donnés d'une quinzaine d'années, rien ne s'est fait. 2005, rebelote une nouvelle loi avec une exigence d'avoir un pays accessible en 2015, sachant qu'il y avait des exigences totales pour le neuf et que pour l'ancien, il y avait bien sûr des dérogations, contrairement à ce que racontent un certain nombre de lobbies. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude en France, on ne s'est pas donné les moyens d'appliquer cette loi. Nous, associations, nous avons certainement été trop gentils aussi avec les pouvoirs publics. Et nous avons maintenant un gouvernement de gauche, de surcroît, qui, après une soi-disant concertation dans laquelle les associations se sont fait surtout enfumer et balader, nous avons en 2014 un Premier ministre qui annonce qu'il va passer par voie d'ordonnance, c'est-à-dire pas de débat démocratique, pour prévoir un système qui de toute façon met fin à la loi de 2005 et qui permet à tous ceux qui n'avaient rien fait d'être récompensés en ayant de nouveau des... Nous avons averti le gouvernement que nous ne lâcherons pas. Et donc le 27 mai, effectivement, nous avons investi la préfecture que nous avons occupée, mais nous avons aussi occupé le palais de justice, rencontré d'ailleurs le procureur adjoint qui nous a confirmé qu'effectivement, ayant voyagé en Europe, il avait pu constater que même les pays de l'Est étaient pour un certain nombre plus en avance que nous. Alors justement, quand même inquiétant. Oui, on va y venir, Odile. En fait, non seulement on n'avance pas en France, mais on recule. Qu'est-ce qu'il en est dans l'Europe? Dans l'Europe, si vous prenez les pays du Nord étaient déjà en avance. Mais si vous prenez les pays du Sud, comme l'Espagne ou le Portugal, ben, ils sont bien plus accessibles que nous. Parce qu'ils ont peut-être fait moins de lois, mais ils ont fait appliquer les textes. Et puis il y a peut-être effectivement un souci plus important de l'autre et de la différence dans ces pays, peut-être qu'en France. En tout cas, nous, on a du mal à expliquer comment la France peut se tirer une balle dans le pied avec le vieillissement de la population, en n'anticipant pas les besoins, en générant des coûts faramineux pour les collectivités, pour la société, pour les familles, en continuant à mettre les personnes âgées dans des EHPAD au lieu de leur permettre le maintien à domicile qu'elles souhaitent, en compliquant la vie des couples, des familles, de la personne même qui s'est pété la jambe et qui va être bloquée chez elle 6 mois, qui ne pourra pas bosser tout simplement parce que son appartement n'est pas accessible ou son entreprise n'est pas accessible. On se tire une balle dans le pied et ça, c'est nos politiques qui l'ont décidé et c'est inadmissible. Alors on parlait de la manifestation de la dernière fois, c'est vrai que vos actions depuis toujours ont été largement relayées par TLT qui est la télé locale toulousaine, France 3, etc. Quel a été le vecteur TLT pour le coup pour vous? Ben nous, TLT c'est une télévision de proximité qui donc donne largement la parole aux Toulousains et à toutes les personnes concernées. Et nous, on a toujours été très contents de la manière dont vous avez rendu compte de nos actions, parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens de mobiliser des milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes à cause de nos problèmes de déplacement, à cause de nos problèmes de santé. Et donc, s'il n'y a pas des médias pour rendre compte de ce que l'on fait, on est invisible. Or, on a besoin d'être visible et on a besoin qu'il y ait une pluralité de médias sur une agglomération aussi importante que Toulouse, qui est la 4e ville de France. N'avoir qu'un seul média télé, et encore puisqu'il est question de supprimer la locale de Toulouse, c'est complètement... Enfin, on a le sentiment quand même que tout est organisé pour que les médias deviennent de plus en plus uniformes et ne nous parlent que de la vie des people et ne parlent pas des choses importantes. Voilà. Vous comprenez comme ça que les pouvoirs publics puissent laisser s'éteindre la première télé locale de France? On était la doyenne, donc c'est quand même un symbole également? Ben non, on ne le comprend pas. Ça fait partie des nombreux reculs qu'il y a dans ce pays où finalement l'argent, le pouvoir de quelques individus les plus importants compte plus que la vie de l'ensemble de la population. Du coup, même si vos actions, voilà, vous aviez aussi quand même
visibilité au niveau du public quand vous êtes dans la rue, que vous faites toutes ces actions? S'il n'y a plus de télé, comment est-ce que vous allez fonctionner? C'est quelque chose qui va vous remettre en question également? On est en train de se remettre en question à cause de ça aussi et d'essayer d'être nous-mêmes nos propres médias. C'est pour ça d'ailleurs que je lance un appel aux bonnes volontés. On cherche des personnes capables de filmer bénévolement, de faire du montage vidéo, parce qu'on le fait un petit peu nous-mêmes, mais on n'est pas très doué. C'est vrai qu'on aurait besoin de renfort en la matière, mais ça serait beaucoup mieux d'avoir des chaînes diversifiées qui permettent de rendre compte de l'actualité sur une aussi grosse agglomération que Toulouse. Merci beaucoup Odile Morin. Après des mois de conflits au sein du collège de Bellefontaine, une enseignante, Laure Bedbédé, a entamé une grève de la faim. À l'origine du conflit, une grève des enseignants entre novembre et décembre 14 pour réclamer l'application et donc la mise en place du dispositif REP+. Mais la situation s'aggrave, des divisions au sein de l'équipe pédagogique, des tensions avec la direction. La rectrice Hélène Bernard a décidé de muter 6 enseignants, dont Laure Bedbédé, afin de préparer une rentrée sereine et de préserver les élèves perturbés par cette situation. Laure Bedbédé conteste cette décision au micro de Pascal Solaire et de Alain Sorat. Je veux qu'on vide les dossiers donc, de ces 6 collègues, qu'on nous vide les dossiers de tous ces rapports fallacieux. Et voilà, et puis je veux qu'à un moment donné, pas la rectrice, parce que là maintenant on n'en est plus au niveau de la rectrice, mais je veux que le ministère prenne ses responsabilités et permette au collège de fonctionner correctement. Et là ce n'est pas le cas, et c'est certainement pas en virant un 6 profs qu'on va apaiser le climat et redonner des conditions sereines aux élèves pour travailler. C'est toujours leur excuse, c'est retrouver la sérénité pour les élèves. Non, nous on s'est battu pour les élèves, voilà. On s'est battu pendant 3 semaines pour les élèves, on continue à se battre, et moi là personnellement je continue à me battre, et c'est pour eux. Et ça, il y a un moment donné, il va falloir qu'ils l'entendent, et c'est pas eux qui font bien, c'est nous qui faisons bien. Et tout ce qu'ils proposent, cette violence, ils n'ont eu de cesse de mettre de l'huile sur le feu de toute manière. À aucun moment il a été question d'apaiser les choses, de nous entendre. Et là il faut taper, il faut sanctionner. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'on nous demande de ne pas faire avec nos élèves quand même. On nous demande toujours d'être dans la prévention, dans la discussion, d'essayer de régler les problèmes, pas sanctionner comme ça et tout. Et eux, c'est direct, même pas reçu, même pas de débat contradictoire, rien. Voilà. L'explosion d'AZF, 14 ans après, reste toujours un traumatisme pour la Ville Rose. Après l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, qui avait condamné Grande Paroisse et l'ancien directeur de l'usine, on se dirige vers un 3e procès en 2016, voire en 2017 à Paris. Les associations de sinistrés en ont marre, elles le font savoir au micro de Jérôme Bollock et de Alain Sorat. Qu'on puisse venir nous priver de ce verdict final. Je trouve ça vraiment plus que scandaleux. C'est antidémocratique, c'est une atteinte à la liberté. Voilà ce que je pense de cette situation de procès qui va se faire à Paris. Il nous est impossible de monter à Paris. Comment on peut faire? C'est pas possible. On a calculé que pour participer à l'intégralité des procès, il faudrait à peu près avancer 8 000 € avec la possibilité d'être remboursé un ou 2 ans après sur facture. Hein. Bon. Et donc, du point de vue d'une bonne gestion des intérêts de l'État, on pose la question au garde des Sceaux, hein, qu'est-ce qu'il vaut mieux, déplacer 3 juges parisiens à Toulouse ou bien 2300 parties civiles toulousaines à Paris? J'aimerais bien qu'on interroge les magistrats de la Cour de cassation parce que je trouve qu'ils ont pris une décision sans la motiver. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'il y avait 3000 parties civiles dans ce procès, qu'ils cassaient un arrêt de la Cour d'appel qui avait été obtenu après des années et des années de combat. Donc ils savaient très bien dans quelle situation déjà ils allaient mettre les victimes, hein, à devoir recommencer un procès pénible. Pourquoi ont-ils demandé à ce qu'ils aillent à Paris alors que d'habitude on renvoie dans des cours d'appel limitrophes? On a tout ce qu'il faut ici, on est moins bien que les autres, on ne mérite pas que cette affaire puisse être jugée chez nous. On a eu quel tort quand on est victime d'avoir habité tout simplement à Toulouse? Il faut déménager pour que le procès soit jugé ailleurs. Je trouve ça incompréhensible, sauf à véritablement vouloir dire ostensiblement ce procès se fera sans les victimes. C'est ça qui me fait peur et je crains que ce soit la seule motivation possible de la part de la Cour de cassation. Et maintenant, une première, un radar sur un passage à niveau. Il sera mis en place à Montaudan.
C'est une première à Toulouse, il sera opérationnel en juillet. Un radar va être installé au passage à niveau SNCF situé entre les Arènes et Saint-Cyprien. Il flashera les véhicules passant malgré le feu rouge, clignotant, indiquant l'arrivée des trains. Il s'agit globalement d'améliorer la sécurité des passages à niveau car en 2014, 9 accidents ont eu lieu dans la région. 3 automobilistes ont été tués. D'autant que dans 99% des cas, les accidents de ce type sont dus au non-respect du panneau stop. Ce radar sera le premier du genre et il pourrait bien faire des émules. La musique classique est en sommeil pendant l'été, mais elle revient à la rentrée sous forme de musique de chambre. C'est ce que l'on appelle les clés de Saint-Pierre, avec des musiciens de l'orchestre du Capitole. Marie Larpan nous en dit plus. L'exercice est remarquable. Chaque année, une vingtaine de musiciens de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse quittent momentanément les rangs de leur bulle symphonique pour devenir chambristes le temps d'un concert. Les Clés de Saint-Pierre, c'est l'occasion de découvrir un répertoire plus intime et plus convivial. Pour cette 16e édition, toujours 5 concerts programmés dès lundi à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines. C'est un trio clarinette, alto, piano qui ouvrira la saison en octobre prochain. Une formation rare qui a aussi bien inspiré Mozart que Schumann, Reinecke et même Jean Français 200 ans plus tard. En novembre, 6 musiciens vont se retrouver autour d'œuvres de jeunesse de Vaughan Williams et Mendelssohn. Un quatuor à cordes classique mettra cap à l'Est en janvier, direction la Hongrie et la Russie. En mars, la grande ville de Vienne ouvrira ses portes. Enfin, un dernier opus en mai autour de Dvorak avec son quatuor américain et son quintet en sol majeur. Depuis leur création, les Clés de Saint-Pierre ont accueilli une centaine de musiciens et proposé quelques 245 œuvres, parmi lesquelles 5 créations françaises ou mondiales. Et on se quitte avec la bande-annonce de Microbes et Gasoil, le prochain film de Michel Gondry. Michel Gondry, c'est Human Nature ou encore Soyez sympa, rembobiné. Il présentera son film d'ailleurs à l'Utopia à Toulouse le lundi 29 juin prochain. J'en ai marre qu'on m'appelle Microbe depuis 2 ans. Tu sais tes dessins, t'es nu. Mais moi je les trouve super ces dessins. Non mais excuse-moi, je te promets on reparlera plus de ta sexualité. J'ai plus licence, Gasoil. Laisse tomber. Les caïds des récrés sont les victimes de demain. T'as jamais rêvé d'avoir une indépendance absolue? Aussi loin que tu veux sans avoir à rien demander à personne. On se fabrique une voiture. Qu'est-ce que tu vois? Une maison. Et là? Une maison avec des roues. Exactement le pli. Ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer ça dans les enfants, mon whisky quant à moi. J'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. La route, on la prend, on la rend pas. À nous la liberté. On vit dans le passé. On essaye de pousser jusqu'à Nemours. J'en ai marre de pousser. Pour être mon ami, il faut avoir une sacrée indépendance d'esprit. Vu ma cote de popularité. Je peux pas rester ici. Il y a un poster de Shakira juste au-dessus de mon lit. Shakira. On se tire tout de suite. Pour moi, Qu'est-ce que t'attends, vas-y. High five. Je fais pas de high five, c'est vulgaire. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce journal délocalisé. Demain, vous retrouverez Jérôme Bollock.